Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne la correction du brevet de mathématiques d'Asie-Pacifique du 16 juin 2025. On commençait le premier exercice avec un QCM à choix multiple. Alors nous n'avions pas eu de QCM dans le sujet d'Amérique du Nord, donc là on retrouve un grand classique. Un QCM avec 4 questions, qui est donc 16 points à gagner. Cet exercice est un questionnaire à choix multiple, aucune justification n'est demandée, ça c'est important. Pour chaque question, 4 propositions A, B, C et D sont données, une seule est exacte. Recopiez sur la copie le numéro de la question ainsi que la lettre de la réponse. Alors, première question, dans une urne on dispose de 4 boules bleues, 6 boules violettes, 7 boules rouges, 3 boules jaunes, toutes indiscernables au toucher, ça veut dire qu'on ne peut pas les reconnaître au toucher. Et on tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule violette? Alors on voit qu'on a combien? On a 6 boules violettes sur un total de, attention, 4 plus 6, 10 plus 7, 17 et 3, 20 sur 20. Donc ça nous fait 6 vingtièmes qui peut se simplifier en 3 dixièmes. Donc la bonne réponse était la réponse C. Donc vous répondiez quoi? Question in. Réponse C. On passe tout de suite à la question 2. Calculer 70% d'une quantité revient à multiplier cette quantité par 0,30, 0,70, 1,70 ou 1,30. Attention, la question c'est calculer 70%. Prendre 70% d'un nombre. Et on se souvient depuis la 6e que quand on veut prendre un pourcentage d'un nombre, ou plus généralement une fraction d'un nombre, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie la fraction par ce nombre. Donc ici, on va faire quoi? 70% fois la quantité. Et donc, multiplier un nombre par 70%, c'est le multiplier par 0,70. Donc là, il fallait répondre. Question 2. Réponse B. Attention à cette question de ne pas confondre avec augmenter de 70%. Si l'énoncé avait été augmenté de 70%, il aurait fallu calculer la nouvelle valeur avec les 70%. Donc on aurait pris la valeur initiale plus les 70%, ce qui revenait à multiplier par 1,70. Vous vous souvenez peut-être de augmenter une valeur de t%, c'est multiplier par 1 plus t sur 100. Dans ce cas, on vous demandait simplement de calculer les 70%, c'est-à-dire de multiplier par 0,70. Question 3. On considère la série suivante composée de 5 valeurs. 7, 18, 12, 13 et 15. Alors on vous disait l'étendue de cette série est 8. Alors ça on peut très vite le vérifier. La plus petite valeur c'est 7, la plus grande c'est 18. 18 moins 7, ça fait 11. Donc la première proposition, elle est fausse. 2. La médiane de cette série est 12. Alors attention, pour trouver la médiane, il faut mettre d'abord les valeurs dans l'ordre. Donc 7, 12, 13, 15 et 18. Bon, on a un nombre de valeurs qui est impair. La valeur en position médiane, c'est la troisième, puisqu'on a 5 valeurs. Et c'est 13, donc c'est pas 12. La moyenne de cette série est 53 ou la moyenne de cette série est 13. Alors on finit par 2 calculs de moyenne. Donc ça va être facile. Regardez, 18 plus 12, 30. Plus 7, 37. Je rajoute 13, ça fait 50. Et 15, ça nous fait 65. Donc ça, voilà, pour ceux qui ont besoin, je peux réécrire ce que je viens de faire. 7 plus 18 plus 12 plus 13 plus 15, le tout divisé par 5. Donc ça, c'est pour la moyenne. Donc ça nous fait 65 divisé par 5. Et 65 divisé par 5, ça fait 13. Donc la bonne réponse, c'était la réponse D. Donc là, vous disiez quoi? Question 3. Réponse D. Et c'était terminé. Question 4. Une fonction affine f a pour représentation graphique la courbe CF 6 compte. Donc on sait que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite D. Alors, on nous disait quoi? L'expression de la fonction f est f de x égale 2x plus 4, f de x égale 4x moins 2, f de x égale moins 2x plus 4 et f de x égale moins 4x plus 2. Alors on sait que la forme générale d'une fonction affine, c'est quoi? X donne ax plus b. Le a, c'est le coefficient directeur.
le B c'est l'ordonnée à l'origine, et on sait que la droite représentant n'importe quelle fonction affine, elle passe toujours par le point de coordonnées 0B. Ici, si on regarde la droite, elle passe par le point de coordonnées 0, 4. Donc ça veut dire que B égale plus 4, 4. Donc déjà, on peut éliminer la proposition D et la proposition B. Maintenant, on voit que notre droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Donc, obligatoirement, le coefficient directeur de cette droite, il est négatif. Donc, quand on regarde dans les deux dernières propositions que l'on a, la seule réponse qui correspond, c'est la réponse C. On va quand même vérifier par une autre petite astuce. Ça veut dire quoi? Que le coefficient directeur est de moins 2. Vous avez vu en classe, ça veut dire que lorsque x augmente de 1, qu'est-ce qu'on va faire? F de x diminue de 2. Alors, regardez, je pars de n'importe quel point ici. Lorsque x augmente de 1, f de x, l'ordonnée diminue de 2. Regardez, je passe de 4 à 2. Je recommence. Lorsque x augmente de 1, f de x diminue de 2. Donc on a bien a égale à moins 2. Donc la bonne réponse pour la question 4, on avait question 4. Réponse C. Voilà pour ce premier exercice. On continue tout de suite avec l'exercice 2. On vous disait dans la figure ci-contre qui n'est pas représentée en vraie grandeur, les points G, C et E sont alignés, les points F, C et D sont alignés, et les droites GF et DE sont parallèles. On vous donnait également comme information que le triangle CDE était rectangle en D. Alors après, on vous donnait des informations sur les longueurs que j'ai déjà reportées sur la figure. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille tout le temps de faire pour avoir une vision plus globale des choses. Et la première question, vous allez voir, pour montrer que la longueur DE est égale à 19,5 cm. Donc on cherche la longueur du segment DE. Alors si on regarde un petit peu, on voit qu'ici on a un triangle rectangle. Là, c'était donné les informations, il y a le codage. Et dans ce triangle rectangle, on connaît 2 longueurs sur 3. Directement, on se dit qu'on peut utiliser quoi? Qu'on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc on y va. Le triangle CDE est rectangle en D, donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Si je regarde mon triangle CDE, l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, c'est CE. Donc, je vais avoir quoi? CE au carré est égal à, je pars du sommet de l'angle droit, DC au carré plus DE au carré. Là, j'ai fait le plus dur. Maintenant, il me reste à remplacer les longueurs connues par leur valeur. Donc, je connais CE. Ça va me faire 29,1 au carré. DC, je le connais, c'est 21,6. Donc, ça me fait 21,6 au carré plus DE carré. Donc, on vient d'obtenir 846,81 et 466,56. Donc, on sait que 466,56 plus DE au carré, ça fait 846,81. Comment on trouve DE au carré? On va faire 846,81 moins 466,56. À ce moment-là, avec votre calculatrice, vous faites la soustraction, vous obtenez quoi? 380,25. Vous avez la valeur de DE au carré. Pour retrouver la valeur de DE, qu'est-ce que vous faites? Racine carrée de 380,25. Et est-ce qu'on obtient bien 19,5? La réponse est oui. On n'oublie pas la conclusion. DE est bien égal à 19,5 cm. Alors on continue. La question 2. Calculer l'aire du triangle CDE. On rappelle, le triangle CDE, c'est un triangle rectangle. Donc pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, c'est pas le plus compliqué. Il suffit de prendre les longueurs des deux côtés de l'angle droit, de les multiplier, et comme pour l'aire de n'importe quel triangle, de diviser par 2. Donc on va faire quoi? L'aire du triangle CDE, on va faire CD fois DE, divisé par 2. Si je remplace pour faire mes calculs, ça nous fait quoi? 21,6 cm fois 19,5 cm divisé par 2. Là, c'est la calculatrice qui fait tout maintenant.
vous obtenez 210,6 cm fois cm. On a bien des centimètres au carré. Donc on va dire l'aire du triangle CDE est de 210,6 cm carrés. On passe à la question 3 où vous demandez de calculer la longueur GF arrondie au millimètre près. Alors vous voyez, j'ai remis les indications du départ. GCE sont alignés, FC et D sont alignés, et on avait les droites GF et DE sont parallèles. Pourquoi elles sont importantes ces données? Puisque ce sont les conditions pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. On a deux triangles qui sont comment? Qui sont en configuration papillon. D'accord? Est-ce qu'on a suffisamment de longueur pour utiliser le théorème de Thalès et calculer la valeur manquante? Ben regardez, on a FC et on a CD qui vont ensemble, et on a DE qui est la longueur associée à GF. Donc on a suffisamment d'informations pour calculer GF grâce au théorème de Thalès. Alors on va dire quoi? Les droites EG et DF sont séquentes en C. On va rappeler que les droites DE et GF sont parallèles. On a nos deux conditions pour utiliser l'égalité de Thalès en disant quoi? Que CF sur CD égale à CE sur CJ égale à FG sur DE. Alors moi j'ai commencé par le petit triangle, mais vous pouviez très bien commencer par le grand. D'accord, ça il n'y a aucun souci. À partir de notre égalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les longueurs connues par leur valeur, ce qui nous donne 17,2 sur 21,6 égale à CG sur CE 29,1 égale à FG, c'est ce qu'on cherche, sur DE. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le premier quotient dont on connaît les deux valeurs et le troisième quotient où il y a la longueur FG que l'on cherche et la longueur qui est associée qui est connue. Et à partir de là, on applique la propriété du produit en croix qui nous dit quoi? Que 21,6 fois FG, c'est égal à 17,2 fois 19,5. Et donc, FG est égal à quoi? 17,2 fois 19,5. D'accord? Toujours la diagonale avec les deux nombres qui sont connus en premier, divisé par 21,6. Donc, par rapport à ce qu'on obtient à la calculatrice, on vous demandait une valeur arrondie au millimètre. Là, pour le moment, on avait des longueurs en centimètres. Au millimètre, ça veut dire quoi? Un chiffre après la virgule. Donc, on va dire quoi? Que FG est environ égal à 15,5. Parce que vous avez 15,52 des poussières. On est plus proche de 15,5 que de 15,6. Voilà pour la question 3. Alors, on passe à la quatrième et dernière partie de cet exercice. On trace une droite D qui est perpendiculaire à FC. Donc, vous voyez, on a le petit codage avec un logiciel de géométrie dynamique. La droite D coupe le segment GF ici en A et le segment FC ici en B. Et on vous dit, en affichant l'aire du triangle ABC à l'aide du logiciel, on obtient 23,4 cm². Montrez que l'aire du triangle ABC est égale à 1/9 de l'aire du triangle CDE. Alors là, vous aviez deux possibilités pour répondre à cette question. Soit vous dites, je calcule ce que ça fait 1/9 de l'aire du triangle CDE, puisqu'on l'avait calculé, l'aire du triangle CDE, c'est-à-dire 1/9 fois l'aire du triangle CDE. Donc on l'a calculé tout à l'heure, je vous rappelle, donc ça va faire quoi? 1/9 fois 210,6 cm². Prendre 1/9 de quelque chose, en fait, ça revient à diviser par 9. Donc vous faisiez 210,6 divisé par 9 sur votre calculatrice. Et vous trouvez bien 23,4 cm². L'aire du triangle ABC. Deuxième possibilité, il suffit de comparer les deux aires, l'aire du triangle ABC avec l'aire du triangle CDE, et voir si ça peut se simplifier en 1/9. Donc on y va, on prend l'aire du triangle ABC qui nous a été donné, 23,4. D'accord, l'aire du triangle CDE, on le rappelle, c'était 210,6. Alors on est bien dans la même unité.
et on regarde comment je fais pour passer ici. Ben, j'ai divisé par 23,4. Est-ce que 210,6 c'est bien 9 fois 23,4? Oui, c'est 9 fois 23,4. Donc regardez, vous simplifiez en haut et en bas par 23,4 et ça fait 1 neuvième. D'accord? Donc le rapport de l'aire du triangle ABC sur l'aire du triangle CDE, elle est bien de 1 neuvième. Alors on termine. On admet que les triangles ABC et EDC sont semblables et on vous demandait de déterminer la longueur du segment AB qui est ici. Donc quand on parle de triangle semblable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux triangles qui ont les longueurs de leur côté, 2 à 2, proportionnelles. Et qui dit longueur proportionnelle, dit que le triangle ABC, c'est un agrandissement ou une réduction du triangle CDE. Alors on a vu tout à l'heure que l'aire de ABC, c'était quoi? C'était 1 neuvième de l'aire du triangle CDE. Donc dans ce cas précis, ABC, ce sera une réduction du triangle CDE. Donc c'est une réduction de coefficient combien? Alors, on sait que dans une réduction, les longueurs du grand triangle vont être multipliées par le coefficient de réduction. Or, comment on va pouvoir trouver ce coefficient de réduction? On sait que l'aire du petit triangle, c'est 1 neuvième de l'aire du grand triangle. Donc l'aire du grand triangle, elle a été multipliée par 1 neuvième. Or, dans un agrandissement ou une réduction, qu'est-ce qui se passe? L'aire de la figure initiale est multipliée par le coefficient d'agrandissement ou de réduction au carré. Si le carré du coefficient de réduction est égal à 1 neuvième et que 1 neuvième c'est 1 tiers fois 1 tiers, ça veut dire que notre coefficient de réduction c'est 1 tiers. On sait que la longueur AB, ça va être 1 tiers de la longueur de son côté homologue, c'est-à-dire la longueur de DE. Et DE, on avait vu tout à l'heure que c'était 19,5 cm. Et donc 1 tiers de 19,5, ce sera combien? Ce sera 6,5. Donc voilà une rédaction que vous pouviez proposer à ce problème. On passe tout de suite à l'exercice 3 où on vous dit dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en centimètres. On considère le rectangle ABCD qui est ici, tel que AD égale X, AB 16 moins 2X, et le carré EFGH avec EF qui est égal à 2X. La première question qui a été posée, c'est dans cette partie X égale 1,5 cm, calculer le périmètre du carré EFGH. Donc on se souvient que le périmètre d'un carré, c'est quoi? C'est 4 fois côté. Donc dans ce cas, ça va donner quoi? 4 fois 2x, et on vient de nous dire quoi? Que x était égal à 1,5 cm. Donc ça va nous faire 4 fois 2 fois, on rappelle que 2x c'est 2 fois x, donc 2 fois 1,5 cm. Donc soit on va de gauche à droite, ou soit on dit 2 fois 1,5 ça fait 3 et après on multiplie par 4. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait 12 cm. Donc le périmètre du carré EFGH est égal à 12 cm. Question de calculer AB. Alors, on ne vous a rien dit de nouveau, c'est toujours x égale à 1,5 cm. Donc, on voit qu'AB, c'est quoi? C'est 16 moins 2x, donc 16 moins 2 fois x. On écrit ainsi, AB égale 16 moins 2 fois x, c'est-à-dire 16 moins 2 fois 1,5 cm, ce qui nous donne 16 moins 3 cm, ça nous donne 13 cm. Alors, construire en vraie grandeur le rectangle ABCD. On rappelle que le rectangle ABCD, on vient de voir que AB faisait 13 cm et AD, c'était quoi? C'était égal à X. Donc X, 1,5 cm. Donc ça, je vous laisse le soin tous de le faire tranquillement. Vous faites un rectangle tranquillement avec l'équerre de 13 cm sur 1,5 cm. Alors ensuite, on vous disait les périmètres de ABCD et EFGH sont-ils égaux?
On a vu, je rappelle, que le périmètre de EFGH, c'était la question 1, c'était 12 cm. D'accord? Maintenant, le périmètre de notre rectangle ABCD, ça va être égal à quoi? On se souvient, on peut utiliser 2 fois entre parenthèses longueur plus largeur ou 2 fois longueur plus 2 fois largeur pour calculer le périmètre d'un rectangle. Donc on va faire quoi? 2 fois longueur, donc 2 fois 13 cm plus 2 fois 1,5 cm, 2 fois largeur. Donc ça nous fait 26 cm plus 3 cm. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 29 cm. Donc on constate quoi? Que les deux périmètres, ils ne sont pas du tout égaux. On n'oublie pas la petite conclusion et on passe à la suite. Alors, dans cette partie, on cherche pour quelle valeur de x le périmètre du rectangle est égal au périmètre du carré. Alors, on a vu que ce n'était pas pour x égale 1,5 déjà. Pour essayer de répondre au problème, on utilise la feuille de calcul suivante. Donc, vous avez une feuille de tableur. Vous voyez les valeurs de x. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez les valeurs pour le périmètre du carré et le périmètre du rectangle qui correspondent à ces valeurs de x. Et on vous disait quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 ici avant de l'étirer jusqu'en G2. On voit qu'en B2 c'est pour calculer quoi? C'est pour calculer le périmètre du carré pour la valeur de x qui est donnée en B1. Alors on a vu qu'on faisait quoi pour calculer le périmètre du carré? Tout à l'heure on faisait 4 fois 2x. Donc 4 fois 2 fois la valeur de x qui est en B1. Donc on écrira tout simplement égal 4 fois, alors attention, le fois, c'est l'étoile sur le tableur, 2 fois B1. Comme on a utilisé des adresses de cellules, quand vous allez étirer la cellule, ça va recopier l'information qui est dans la cellule. Donc ici, on avait 4 fois 2 fois B1. Ici, on aura quoi? 4 fois 2 fois C1, 4 fois 2 fois D1, 4 fois 2 fois E1, etc. Alors, il aurait été possible aussi de marquer, puisque ça fonctionnait totalement, quand on fait 4 fois 2, on fait quoi? On fait 8. Donc on aurait pu écrire aussi 8 fois B1, qui était tout à fait acceptable si vous simplifiez votre expression. Petit b, ce tableau nous permet-il de trouver une valeur de x pour laquelle les deux périmètres sont égaux? Alors on regarde bien, est-ce qu'on a une valeur de x pour laquelle les deux périmètres en dessous ont la même valeur? Pour x égale 1, ça ne marche pas. Pour x égale 2, on a encore deux résultats différents. Pour x égale 3, deux résultats différents. Pour 4, deux résultats différents, etc. Donc ce tableau ne nous permet pas de trouver de solution à notre problème. Donc on n'oublie pas de l'écrire. Ce tableau ne nous permet pas de trouver une valeur de x pour laquelle les deux périmètres sont égaux. Alors, pour continuer, montrer que le périmètre du rectangle peut s'écrire moins 2x plus 32. Alors, je peux utiliser la formule 2 fois longueur plus 2 fois largeur ou 2 fois longueur plus largeur. Peu importe, je vais le faire avec les deux pour montrer qu'on arrive bien au résultat. Donc, le périmètre de ABCD. Si je fais 2 fois longueur plus 2 fois largeur, je vais faire 2 fois, attention, le résultat de 16 moins 2x. Donc, comme je dois faire la soustraction avant, je n'oublie pas les parenthèses. Plus 2 fois largeur, on fait 2 fois x. Ici, comment je vais simplifier cette expression? Je vais devoir la développer. Ce qui va me permettre de faire disparaître les parenthèses. Regardez, je distribue mon facteur 2. 2 fois 16 moins 2 fois 2x. Plus 2 fois x, donc ça fait 2x, ça, je vais déjà le simplifier. 2 fois 16, ça nous donne quoi? Ça nous donne 32. Moins 2 fois 2x, ça donne quoi? Moins 4x. J'oublie pas mon plus 2x que j'avais en dehors. Et maintenant, il nous suffit de réduire. 32, ben ça ne va pas changer. Moins 4x plus 2x. Moins 4 plus 2, ça nous fait moins 2. Donc ça nous fait 32 moins 2x. Ce qui donne bien, si on ordonne, moins 2x
plus 32. Donc vous avez bien la réponse attendue. Je vais vous le montrer d'une autre manière. Si on fait longueur plus largeur le tout fois 2, on arrive bien au même résultat. Donc je vais faire 2 fois, alors attention, la longueur c'est 16 moins 2x, plus la largeur qui est de x. Ça nous donne quoi? 2 fois entre parenthèses. Alors, 16 moins 2x plus x, moins 2x plus 10, moins 2x plus x, ça fait quoi? Ça fait moins x. Et je me retrouve à faire quoi? Regardez, ma parenthèse, j'ai le facteur de devant que je vais distribuer 2 fois 16 moins 2 fois x. Et on obtient 2 fois 16, 32, moins 2x, de nouveau. Donc on peut conclure que le périmètre du rectangle peut s'écrire moins 2x plus 32. On vous demandait enfin pour terminer de déterminer la solution au problème par la résolution d'une équation. On rappelle, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche pour quelle valeur de x le périmètre du carré est égal au périmètre du rectangle. Donc ça, on va l'écrire. Je cherche x tel que le périmètre du rectangle est égal au périmètre du carré. Alors ça s'exprime quoi? Le périmètre de ABCD est égal au périmètre de EFGH. Alors on vient de voir que le périmètre de ABCD, il s'exprimait comment? Comme moins 2x plus 32 en fonction de x. Le périmètre de EFGH, on a vu au départ que c'était quoi? C'était 4 fois 2x. C'était 4 fois 2x qu'on peut exprimer aussi comme 8x. Ok? Ah, sinon, vous pouvez mettre une ligne où vous calculez le périmètre de FGH, c'est 4 fois 2x. Donc ça s'écrit 8x. Donc ici, on n'a déjà plus que des x dans le membre de droite. Donc on va plutôt garder les x à droite et garder les nombres à gauche. Donc si je veux faire disparaître le moins 2x qui est là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ajouter plus 2x à gauche, mais également plus 2x à droite. Donc ça nous donne quoi? Moins 2x plus 2x, ça fait 0. Il nous reste bien 32. Et j'ajoute le plus 2x aussi à droite. D'accord? Donc ceux qui ont l'habitude, vous pouvez écrire un moins 2x plus 32. Et après vous barrez, moins 2x plus 2x, il vous reste bien 32. Donc attention, 32 à gauche, il me reste quoi dans le membre de droite? 8x plus 2x, ça fait 10x. 32 égale à 10x, c'est pareil que 10x égale 32. Si maintenant je veux calculer la valeur de 1x, qu'est-ce que je vais faire? 10x, c'est x qui a été multiplié par 10. Pour retrouver la valeur de 1 seul x, je vais diviser par 10 le nombre de droite. Et je vais faire pareil dans le membre de gauche. Donc 32 divisé par 10, ça me donne quoi? Ça me donne 3,2. Donc x égale à 3,2. Et on ne va pas oublier de conclure, le périmètre du rectangle ABCD est égal à l'aire du carré EFGH pour x égale 3,2 cm. On n'oublie pas de conclure, le périmètre du rectangle ABCD est égal au périmètre du carré EFGH pour x égale 3,2 cm. Alors on passe à l'exercice 4, un petit exercice de programmation. Alors dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. On vous rappelle que l'instruction s'orienter à 90, c'est le lutin qui se met à l'horizontale pour aller vers la droite. La partie A était la suivante. Un élève souhaite tracer un hexagone à partir de 6 triangles équilatéraux comme sur la figure ci-contre. Pour cela, il commence par écrire le script ci-dessous du motif triangle équilatéral. Donc d'abord, on va expliquer comment tracer un triangle équilatéral. Donc premièrement, on vous disait compléter, recopier sur la copie les lignes 2, 3 et 4 du script pour que le lutin dessine un triangle équilatéral de côté 50 parts. Donc le triangle qu'on a ici, on voudra que les longueurs des côtés, ce soit 50 parts. On se souvient aussi que dans un triangle équilatéral, les mesures des angles, c'est 60 degrés pour les 3 angles. Alors regardons bien, comment on définit un triangle équilatéral? Répétez quoi?
avancer 2 et tourner. Donc combien de fois on va devoir avancer et tourner? On est dans un triangle, il y a quoi? Il y a 3 côtés et 3 angles. Donc on va devoir répéter 3 fois. Donc il vous suffit de recopier cet ensemble-là et de marquer les valeurs. Répétez 3 fois. Donc on est orienté à 90 degrés. On avance de 50. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a avancé de 50? Attention, votre lutin il est comme ça, il regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'ici on ait un angle de 60 degrés? Il faut qu'il tourne de combien? Il faut qu'il tourne de 180 moins 60 pour qu'ici on ait bien l'angle plat. 180 moins 60, ça fait 120 degrés. Donc tournez à gauche de 120 degrés. Et regardez, on recommence ça 2 fois encore. J'avance de 50. Je suis comme ça, je tourne encore de 120. J'ai bien un angle de 60 à l'intérieur. Je suis orienté, j'avance de 50. Et je retourne de 120. Mon lutin, il se remet en position de départ. Voilà tout simplement pour la première question. Ensuite, cet élève teste les 2 programmes A et B qui sont là. Il obtient les 2 dessins ci-dessous, alors qui sont ici. Ah, je les ai mis sur le côté. Quel programme permet de tracer l'hexagone souhaité? Alors attention, on se souvient qu'on voulait un hexagone à partir du même triangle équilatéral. Alors on se souvient tout à l'heure que notre motif nous avait permis de tracer quoi? Nous avait permis de tracer un triangle qui avait cette forme-là. Alors on va voir ce qui se passe dans chacun des tests. Bon. D'abord on va x0, y0, bon le lutin il se met en place, il s'oriente à 90, c'est ce qu'on avait, on efface tout ce qui se passait avant, on met le stylo en position d'écriture. On va répéter 6 fois quoi? Tracer un triangle équilatéral et tourner à chaque fois entre chaque construction à gauche de 60. Alors si j'essaie d'imaginer ce que ça me donne ça. On a vu tout à l'heure que le motif triangle, il me permettait de faire quoi? D'être ici, de tracer mon triangle équilatéral, de revenir ici, et le lutin, il se remettait comme ça, en position comme ça. Il est prêt à repartir. Or, après ce premier motif, ici, je tourne à gauche de 60. Donc le lutin, il va se mettre comme ça. Il va diriger par ici, pour aller dans ce sens. Et on recommence. Qu'est-ce qu'il va faire? On avance. On tourne à gauche de 120, on trace le triangle, tac, 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 et on revient ici. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je retourne de 60 degrés. Donc il va être sur ce côté-là. Et on repart. Comme ça, j'avance. Je reviens ici, je suis là. Donc j'ai fait mon tour, tac, 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 je reviens comme ça. Et encore une fois, je suis revenu en position de départ, puis je tourne de 60 à gauche. Et je repars, je trace mon 3e triangle. J'avance, tac, qu'est-ce qui se passe? Hop, je suis revenu ici, je retourne, je remets en position de départ, puis je tourne encore de 60. D'accord? Et je recommence encore une fois, je trace mon triangle. Je reviens ici, je me remets en position de départ, je bascule de 60 degrés vers la gauche et je trace mon dernier triangle et je reviens à la position de départ. Donc on voit que le programme A, il permet d'obtenir quoi? Il permet d'obtenir la première figure. Donc c'est ce qu'on veut avoir. On va avoir un hexagone, même si mon dessin est très moche, on a compris pourquoi ça fonctionnait. Ah, je peux vous montrer ce qui se passe dans le deuxième, dans le programme B, pour voir que ça donne cette figure et pas celle-ci. On a tracé notre premier triangle équilatéral. Le lutin est revenu dans sa position de départ, il est comme ça, et il va tourner de 120 degrés sur la gauche. Donc de 60 et encore de 60. Donc il est orienté comme ça. D'accord? Et à ce moment-là, vous lui dites, on recommence, on trace un triangle équilatéral. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il est là. Il revient à sa position de départ, puis là on va le faire encore tourner de 60. 60 plus 60, donc il est orienté comme ça, puis il trace le triangle, puis il revient en position, et regardez, je suis ici, si je tourne de 60, il va tourner de 60, et encore de 60, hein, 6 fois 60, ça fait 360, on revient à la position de départ. Et là, il revient à sa position de départ, donc il va retracer sur le premier triangle, il va encore tourner après 220, il va retracer sur le deuxième triangle, il bascule encore de 120 degrés, puis il repasse sur le 3e triangle qu'il avait tracé. Donc, quel programme permet de tracer l'hexagone souhaité? C'est le programme A.
Alors on finit la partie B, on vous disait un autre élève souhaite tracer un hexagone régulier de 50 pas de côté, comme sur la figure ci-dessous. Et on vous dit, il a écrit le programme suivant. On vous dit sur la copie, recopie le bloc répété en remplaçant A par sa valeur et en le complétant avec deux instructions bien choisies parmi celles-ci. Alors attention, qu'est-ce qu'on propose comme instruction? Avancer de 50, avancer de 5 pas, tourner à droite de 120, tourner à gauche de 120, tourner à gauche de 60 et tourner à droite de 60. Alors juste un petit truc, si on regarde un petit peu ce qu'on avait au départ, avec la construction précédente, on avait 6 triangles équilatéraux. Donc ça veut dire qu'à chaque fois ici on avait quoi? Un angle de 60 et à côté on avait encore un angle de 60. Donc ça veut dire qu'ici, chaque fois qu'on a un côté, quand on tourne, il y a un angle de combien en tout? Il y a un angle de 120. Tous les angles qu'on voit ici, ils mesurent combien? Ils mesurent 120 degrés. Donc ici on a un hexagone, on a 6 côtés de 50 et 6 angles de 120 degrés. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire, répéter le A, on va lui donner la valeur 6. Je vous rappelle qu'au début, on est orienté à 90, donc on va commencer par tracer notre premier côté de 50 pas. Donc avancer de 5 pas, non, puisqu'on veut 50 pas. Maintenant, à savoir, je suis là, j'avance, j'ai tracé mon premier côté de 50 pas. Je suis orienté comme ça. Si je veux qu'ici, il y ait un angle de 120, il va falloir que je tourne comment? Que je tourne à gauche de combien? 180 moins 120, ça nous fait 60 degrés. Donc attention, tourner à gauche de 60. Donc il fallait mettre répéter A égale 6, avancer de 50 et tourner à gauche de 60. Regardez, on tourne à gauche de 60. Après de nouveau, j'avance de 50. Je suis comme ça. Je tourne encore à gauche de 60. J'ai bien 120 à l'intérieur, etc. Et je répète ça 6 fois. Et on avait terminé l'exercice 4. On démarre l'exercice 5 avec la partie A. On vous disait un magasin a reçu 650 poissons, dont 350 poissons de type A et 300 poissons de type B. Le responsable du magasin souhaite vendre ces poissons par lot de sorte que le nombre de poissons de type A soit le même dans chaque lot, le nombre de poissons de type B soit le même dans chaque lot et tous les poissons soient répartis dans les lots. Donc déjà la formulation de l'exercice, ça doit vous rappeler d'autres exercices déjà travaillés dans l'année. Donc on va voir par rapport à ce qui est donné, vous allez voir qu'on va y revenir. Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteur premier du nombre 300 et on vous dit aucune justification n'est demandée. Alors effectivement, vous pouvez vous contenter de demander à votre calculatrice de vous donner la décomposition en produit de facteur premier de 300, mais quand on regarde en fait les trois propositions qui sont données, on peut très vite éliminer la proposition 1 et la proposition 2. Pourquoi? Parce que 15 et 25, ce ne sont pas des nombres premiers. Alors que dans la proposition 3, regardez, vous avez 2 qui est mis au carré, mais vous avez donc le facteur 2 qui est un nombre premier, le facteur 3 qui est un nombre premier, et le facteur 5 au carré qui est aussi un nombre premier. Donc la seule réponse qui correspond, c'est la proposition 3. Donc sur votre feuille, il suffisait de marquer petit 1, proposition 3. En deuxième question, vous demandez donner la décomposition en produit de facteur premier du nombre 350. Donc ça va être assez rapide à faire. Regardez, vous prenez 350 par exemple. Vous voyez que le chiffre des unités c'est un 0, donc on a déjà quoi? On a la table de 10. Donc on peut dire que 350 c'est quoi? C'est 35 fois 10. Alors on n'a pas encore de facteur premier, mais on va travailler déjà sur deux facteurs qui sont beaucoup plus simples. On a 35 et on a 10. 35, si on se souvient un peu de ces tables, c'est 5 fois 7, ou 7 fois 5, peu importe. Et 10, on sait que dès qu'on a un facteur 10, ça si vous l'avez travaillé dans l'année, depuis la 5e et la 4e, d'un facteur 10, on peut sortir un 2 et un 5. On regarde bien ici, on n'a que des facteurs premiers, 5, 7, 2 et 5. Donc il nous suffit de remettre dans l'ordre, on va voir quoi? 2 fois 5 au carré fois 7. Donc 350 est égal à 2 fois 5 au carré fois 7 en décomposition en produit de facteur premier. Voilà pour la question 2. Alors à la question 3, on vous disait quel nombre maximal de lots le responsable du magasin pourra-t-il constituer? Et dans ce cas, combien y aura-t-il de poissons de chaque type dans chaque lot? Alors on a vu qu'on avait 300 poissons du type A et 350 poissons du type B.
Alors j'ai déjà un petit peu commencé la rédaction. On a vu qu'on voulait partager équitablement les 300 poissons de type A. Donc ça veut dire que notre nombre de lots que l'on cherche, ça doit être un diviseur de 300. On a dit qu'on voulait utiliser également tous nos poissons de type B qu'on voulait partager équitablement dans les lots. Donc il va falloir qu'on cherche un diviseur également de 350. Mais le nombre de lots, c'est dans les mêmes lots qu'on va partager les poissons de type A et de type B. Donc il faut qu'on cherche un diviseur qui soit à la fois commun à 300 et 350 et que ce diviseur ce soit le plus grand possible puisqu'on veut faire le plus grand nombre de lots possible. Alors pour ça, regardez, je vais utiliser les décompositions de produits de facteurs premiers que j'ai obtenus tout à l'heure et je regarde. 300 c'est 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. 350 c'est égal à 2 fois 5 au carré fois 7. Quand je regarde les décompositions de mes deux nombres, quels sont les facteurs qui sont en commun et donc quels sont les diviseurs que je peux trouver en commun grâce à ces deux écritures? Je vois que 300, il y a du facteur 2. Donc ça veut dire que 300, il est divisible par 2, même par 2 au carré. Mais 350, il est uniquement divisible par 2. Donc qu'est-ce qu'on a en commun? On a la division par 2. On voit que 300, il est aussi dans la table de 3. Est-ce que 350 est dans la table de 3? Non. Par contre, je vois que 300 est divisible par 5, mais par 5 au carré, et que 350 est aussi divisible par 5 au carré, puisqu'il est dans la table de 5 au carré. Donc ça veut dire que 300 et 350, je peux à la fois les diviser par quoi? Par 2 et par 5 au carré. Donc, par 2 fois 5 au carré, et ça on peut calculer combien ça donne. 5 au carré, ça donne 25, et 2 fois 25, ça donne 50. Donc le PGCD cherché, et donc 2 fois 5 au carré, c'est-à-dire 2 fois 25, 50. Donc, notre responsable de magasin, il pourra constituer un maximum de 50 lots. Maintenant, pour trouver la constitution de chaque lot, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 300, on va le diviser par 50. 350, on va également le diviser par 50. Alors, avec les décompositions, on pourrait directement trouver le résultat. Regardez, si j'enlève 2 fois 5 au carré dans la décomposition, il me reste quoi? Il me reste 2 fois 3, 6. Et ici, si j'enlève 2 fois 5 au carré, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 7. D'accord? Donc, on a 300 divisé par 50, ça fait bien 6. Et 350 divisé par 50, c'est égal à 7. Donc, chaque lot sera constitué de 6 poissons de type A et 7 poissons du type B. Voilà pour cette question. Alors, on passe à la partie B où on vous dit le magasin a d'autres poissons appelés poissons combattants. Donc, c'est les petits poissons que vous voyez dans les mini-aquariums indépendants, dans les animaleries. On vous disait en captivité, il faut prévoir au moins 15 litres d'eau pour un poisson combattant, sachant qu'un aquarium se remplit au 4/5 de sa hauteur. Lequel doit-on choisir pour un poisson combattant? Alors, on vous dit l'aquarium 1, bon, c'est un cylindre. Et on vous donnait le diamètre de la base 30 cm, la hauteur 25 cm. Attention, ici vous avez un aquarium qui a la forme d'un pavé droit, longueur 28 cm, largeur 28 cm et hauteur 30 cm. Alors attention, on va calculer les volumes de ces deux aquariums. Les résultats trouvés, puisqu'ils seront en centimètres cubes, on va les convertir en litres et on va voir où est-ce qu'on a assez d'eau, parce qu'il nous faut au moins 15 litres d'eau pour pouvoir mettre le poisson. Donc ils sont gentils, vous rappelez les formules pour calculer les deux volumes. Ils vous rappellent que 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. On regarde notre premier aquarium. Donc, si je calcule la hauteur d'eau que je dois mettre dans le premier aquarium, le volume d'eau de l'aquarium 1. On sait qu'on va faire quoi? L'air de la base fois la hauteur. Donc, pi fois rayon carré fois la hauteur. Alors, vous voyez que j'ai mis H1. Donc, je vais expliquer. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Le rayon, c'est la moitié du diamètre.
Donc le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. C'est égal à 15 cm. Notre aquarium de forme cylindrique, on veut le remplir au 4/5 de sa hauteur. Donc H1, attention, ça va être les 4/5 de 25 cm, c'est-à-dire 4/5 fois 25 cm. Alors regardez, vous pouvez faire 25 divisé par 5, ça fait 5 fois 4, ça fait 20 cm. Ah, sinon, il vous suffisait de rentrer sur votre calculatrice 4/5 fois 25 ou 0,8 fois 25. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Donc le volume d'eau de mon aquarium 1, ça va donner quoi? Je vais mettre en abrégé EA1. Pi fois 15 cm au carré fois la hauteur qui est de 20 cm. Si vous rentrez ça sur votre calculatrice, vous allez obtenir une première fois 4500 pi cm3, ce qui nous donne à peu près 14 137 cm3. Si on convertit en décimètres cubes, ça va nous faire quoi? Environ 14,1 décimètres cubes, donc environ 14,1 litres. Donc là, on est en dessous des 15 litres, donc c'est pas bon pour recevoir un combattant. Alors si maintenant on regarde le volume de notre pavé droit, longueur 28 cm, largeur 28 cm, attention, la hauteur totale elle est de 30 cm, mais nous on ne va pas utiliser la hauteur totale, on va utiliser les 4/5 de 30 cm. Donc, pour le pavé droit, on va calculer le volume d'eau dans l'Aqua 2, ça va être longueur fois largeur fois la hauteur 2, d'accord, et avec la hauteur 2 qui est égale à au 4/5 de 30 cm, donc c'est-à-dire 4/5 fois 30 cm. Alors regardez, 30 divisé par 5, 6 fois 4, ça fait 24 cm. Je vais faire mon calcul. Donc le volume, alors je vais comme tout à l'heure, je vais abréger. Ça va nous faire quoi? On a dit 28 cm fois 28 cm fois, attention, la hauteur qui sera de 24 cm. Centimètre fois centimètre fois centimètre, on a bien des centimètres cubes. Je vais obtenir précisément 18 816 cm3 qui se convertit en décimètres cubes. Il suffit que je divise par 1000, ça fait quoi? 18,816 décimètres cubes. Ce qui nous fait 18,816 litres. Qui est bien supérieur à 15 litres. Donc l'aquarium numéro 2 pourra être choisi pour un combattant. On arrive au bout de notre sujet. Le prix d'un poisson combattant est de 15 €. Une famille achète un poisson combattant et un aquarium. L'aquarium coûte 15 €. Le vendeur fait une réduction de 15% sur le prix total. Combien va payer la famille? Alors déjà, on peut voir qu'avant la réduction, la famille, elle paierait combien? 40 plus 15. Donc 40 plus 15, ça nous fait 55 €. Maintenant, on nous dit que le vendeur applique une réduction de 15% sur les 55 € et on cherche directement le nouveau prix payé. Donc on sait que quand on applique une réduction de T% sur une valeur, on obtient directement la nouvelle valeur en multipliant la valeur initiale par 1 moins T sur 100. Donc là, je vais prendre quoi? Les 55 € et je vais les multiplier par 1 moins le pourcentage de réduction, 1 moins 15%. Alors si on m'enlève 15% sur l'article, ça veut dire que je vais payer plus que 85%. Donc je vais chercher combien ça fait 85% de 55. Donc 55 fois 0,85. On obtient directement 46,75
75. La famille va donc payer 46,75 €. Pour les élèves qui sont moins habitués à utiliser le 1-t sur 100, vous pouvez chercher combien ça fait 15% de 55 €. D'abord, vous allez faire 0,15 fois 55. Vous trouviez que ça faisait 8,25 € si vous faites le calcul. Et après, vous faites 55 € moins 8,25 € et vous arrivez exactement au même résultat. Alors, la correction de ce sujet de brevet de mathématiques est terminée. Voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu à avancer dans vos révisions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si tout le programme est important, vous voyez qu'il y a des questions qui sont un petit peu plus récurrentes que d'autres, sur lesquelles vous pouvez accentuer vos révisions, d'accord, si vous avez besoin de prendre des points. Je vous dis à bientôt pour la correction du sujet de centre étranger qui a eu lieu mardi 17 juin.